Voici le Nigeria. Un pays immense, dynamique, plein de contrastes. Mais aussi un pays confronté à un problème grandissant, celui des déchets de pneus. Chaque jour, dans la métropole de Lagos, l'entreprise Free Recycle s'attaque à ce défi monumental. Elle recycle plus de 500 000 pneus usagés. C'est l'une des toutes premières compagnies africaines à s'être spécialisée dans le recyclage de masse de ce matériau. Tout commence par un travail physique, parfois pénible, mais indispensable. Avant de transformer les pneus en briques de caoutchouc destinées aux trottoirs, aux aires de jeu ou aux cours d'école, il faut d'abord les débarrasser de leur squelette métallique. Les ouvriers arrachent donc les fils d'acier un par un, séparant le métal de la gomme. Une fois libéré de son armature, le caoutchouc devient plus souple, plus malléable, prêt pour la transformation. L'histoire de Free Recycle débute en 2018, lorsqu'Ifedolapo Nsevoué fonde l'entreprise. Sur son site, des montagnes de pneus s'élèvent, plus d'1 million d'unités entassées. Et ce chiffre ne cesse de croître. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan du problème mondial. Chaque année, près d'1 milliard de pneus sont jetés à travers la planète. Dans de nombreux pays, ils sont simplement abandonnés dans des décharges à ciel ouvert. Leur recyclage est coûteux, complexe et souvent négligé. Au Nigeria, cette accumulation devient un véritable fléau sanitaire. Dans les carcasses creuses, l'eau de pluie stagne et forme de petites mares. Ces poches d'eau deviennent des lieux de reproduction parfaits pour les moustiques, accélérant la propagation du paludisme, l'une des maladies les plus meurtrières du pays. À Lagos, la capitale économique, où se concentre plus de la moitié des véhicules nigérians, le problème est encore plus visible. Les vieux pneus finissent presque toujours entre les mains de mécaniciens de rue. Samuel, par exemple, en est l'un des acteurs. Lorsqu'il ne peut plus réparer un pneu, il ne le jette pas, il le conserve. Puis il le revend à Free Recycle. Chaque pneu collecté rapporte environ 30 centimes de dollars. Une somme modeste, mais qui, multipliée par des centaines de pneus, devient un revenu important pour ces petits artisans. Derrière l'usine, sur un terrain de 2,5 acres, les chargements de pneus s'entassent, attendant leur transformation. Pour beaucoup, au moment où Ifedolapo annonçait son projet, c'était une idée insensée. Comment une simple pile de pneus pouvait-elle se transformer en argent? On la considérait comme une rêveuse. Aujourd'hui, pourtant, son entreprise emploie plus de 100 personnes. Chaque pneu recyclé ne lui rapporte que 16 centimes, mais ce modèle économique s'est avéré viable. En octobre 2022, Free Recycle recycle son tout premier pneu. Le processus commence toujours de la même manière. Il faut extraire les tringles d'acier. Pour cela, une machine, le 2BD, arrache les anneaux métalliques en une vingtaine de secondes. C'était l'un des tout premiers investissements de l'entreprise. Vient ensuite l'étape du broyage. Les pneus passent dans un concasseur géant, le Kotori, qui les réduit en 4 ou 5 morceaux maniables. Ici, chaque heure, environ 150 pneus de voiture sont traités. Mais recycler des pneus n'est pas une tâche facile. Leur solidité, qui en fait d'excellents produits pour les routes, devient leur plus grand obstacle lorsqu'il s'agit de les détruire. À la périphérie de Lagos, les machines de Free Recycle s'acharnent. Les pneus sont déchirés, hachés, pulvérisés. Dans de grands tambours métalliques, ils sont réduits en fragments encore plus petits. Les ouvriers ramassent ces morceaux et les déversent sur un tamis vibrant. Les fragments de moins de 5 mm tombent et poursuivent leur chemin. Les plus gros repartent dans le broyeur. Des aimants retirent les derniers morceaux de métal. Quant aux fibres de renfort, souvent en nylon ou en plastique, elles sont également extraites. Ce travail minutieux permet de ne conserver qu'une seule chose, du caoutchouc pur. À partir de là, le matériau est séparé en deux catégories. D'abord, des granulés de 3 à 5 mm, résistants, parfaits pour la fabrication de pavés ou de revêtements de sol. Ensuite, une poudre fine, douce au toucher, idéale pour les aires de jeu ou les terrains de sport. Les granulés de caoutchouc sont ensuite chauffés dans de grands mélangeurs. Pour les lier entre eux, on ajoute un liant en polyuréthane. Trouver la formule adaptée au climat nigérian n'a pas été simple. Ce qui fonctionne en Europe ou en Asie ne fonctionne pas toujours dans un climat tropical, humide et chaud. Après de nombreux essais, l'équipe a finalement trouvé la bonne proportion. Puis vient la couleur. Grâce à des pigments, les pavés prennent des teintes variées. Une première fine couche colorée est versée dans le moule, puis complétée par du caoutchouc brut, moins coûteux. Les briques sont pressées manuellement, placées sur des plateaux, puis séchées dans des fours pendant 8 heures. Mais au Nigeria, l'électricité est instable. Free Recycle doit donc produire 80% de son énergie grâce à des générateurs diesel. Une fois sortis du four, les pavés sont démoulés. Chaque jour, l'usine en fabrique assez pour recouvrir un court de tennis entier. D'un seul pneu,
On obtient environ 25 pavés en forme d'os de chien. Le recyclage des pneus est une industrie colossale, estimée à 12 milliards de dollars dans le monde. La majorité des pneus sont transformés. Beaucoup, cependant, sont brûlés dans des cimenteries, notamment en Europe et au Japon. Leur combustion est plus propre que celle du charbon et moins coûteuse que le gaz naturel. Mais, en termes d'émissions, elle reste comparable aux autres énergies fossiles. Une autre technique existe, la pyrolyse. Elle consiste à chauffer les pneus en l'absence d'oxygène. Ses défenseurs affirment que c'est la méthode la plus écologique. Mais les coûts énergétiques sont si élevés qu'elle demeure peu rentable. Aux États-Unis, un tiers des pneus recyclés est transformé en revêtement de sol, paillis de jardin, gazon artificiel ou aire de jeu. L'histoire du caoutchouc remonte pourtant loin. Au XIXe siècle, Charles Goodyear découvre par accident la vulcanisation, un traitement au soufre qui durcit le matériau et le rend plus résistant à la chaleur. Au début du XXe siècle, avec l'essor de l'automobile, la demande explose. La plupart du caoutchouc vient alors des plantations d'Asie du Sud-Est. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés réclament des quantités immenses de caoutchouc pour les camions, les avions, les véhicules blindés. C'est ainsi que naît le caoutchouc synthétique. Aujourd'hui, les pneus modernes sont un mélange complexe de caoutchouc naturel et synthétique, renforcés par des fibres plastiques et métalliques. Ils sont conçus pour résister. Mais tôt ou tard, ils s'usent. Et leur accumulation devient une bombe à retardement. À la fin du XXe siècle, plus d'1 milliard de pneus usagés encombraient les États-Unis. Dans les décharges, ils remontent à la surface, libèrent des toxines et retiennent des gaz comme le méthane. Ils sont aussi hautement inflammables. En 1987, au Colorado, un incendie sur 30 acres de pneus brûle pendant plus d'une semaine. L'événement choque le pays et accélère la mise en place de lois en faveur du recyclage. En 2021, le nombre de pneus stockés aux États-Unis tombe à 50 millions. Aujourd'hui, un tiers des pneus américains est brûlé, un autre recyclé, et moins de 20% finit en décharge. Mais ailleurs, notamment dans les pays en développement, la situation s'aggrave. Le Nigeria figure parmi les 10% les plus mal classés au monde en matière de recyclage et de durabilité. Pourtant, l'entreprise Free Recycle veut renverser la tendance. À Lagos, ces pavés colorés équipent déjà des écoles internationales. Les enfants y jouent en toute sécurité, sur une surface souple qui amortit les chutes. Et lorsqu'il faut agrandir ou réparer une aire de jeu, les modules peuvent être facilement retirés et remplacés. L'objectif est clair, fermer toutes les décharges de pneus au Nigeria. Mais pour Ifedolapo Nsevoué, le combat ne fait que commencer. Les montagnes de pneus grandissent plus vite qu'elles ne disparaissent. Et le défi est immense. As-tu déjà admiré la force et l'élégance du titane? Ce métal remarquable s'est invité partout, de l'aéronautique à la médecine, en passant par les montres de luxe. Mais comment le titane est-il fabriqué et qu'est-ce qui le rend si spécial? Plongeons dans le processus fascinant qui transforme un minerai brut en un matériau polyvalent utilisé dans tant de domaines modernes. Bienvenue dans l'histoire des choses simples où nous explorons le passé fascinant de ces détails qui façonnent notre monde. Et si cette vidéo te plaît, pense à t'abonner et à activer la cloche pour soutenir la chaîne, cela nous donne la force de créer encore plus de contenu captivant. Le titane ne se trouve pas prêt à l'emploi, il est extrait de la terre sous forme de minerai, principalement dans deux minéraux, ilménite et rutile, généralement issus de mines à ciel ouvert. L'Australie, l'Afrique du Sud et le Canada sont parmi les plus grands producteurs, l'extraction nécessite des engins lourds, puis un broyage, et un lavage pour séparer les minéraux contenant le titane des autres matières. Le titane est le 9e élément le plus abondant de la croûte terrestre, mais rarement trouvé à l'état pur, car il se lie facilement à l'oxygène et à d'autres éléments, ce qui le piège dans des composés chimiques. L'extraction du titane pur demande un processus complexe et en plusieurs étapes. La méthode la plus utilisée est le procédé Kroll, développé dans les années 40 par William J. Kroll, qui commence par transformer le minerai en tétrachlorure de titane, un liquide hautement réactif. Le minerai est mélangé avec du chlore et une source de carbone comme le coke, puis chauffé à environ 1000 degrés dans un réacteur, ce qui provoque la réaction chimique formant le tétrachlorure, les impuretés restant sous forme solide.
Ce liquide est ensuite distillé pour être purifié, puis réduit avec du magnésium ou du sodium en atmosphère inerte, produisant l'éponge de titane, un métal poreux à raffiner. Cette éponge est fondue sous vide ou par faisceau d'électrons, souvent mélangés à des éléments comme l'aluminium ou le vanadium, puis coulés en lingots qui sont ensuite forgés ou laminés pour obtenir des feuilles, barres ou tubes. Les alliages titane, aluminium, vanadium sont recherchés pour l'aéronautique et l'automobile car ils combinent résistance, légèreté et résistance à la corrosion. Le titane est ensuite usiné avec des outils spéciaux et peut être poli ou traité selon son usage, comme en implants médicaux ou en pièces aéronautiques. Sa production a un impact environnemental et sa durabilité et sa recyclabilité compensent en partie ses effets et des procédés plus écologiques comme le FFC Cambridge sont à l'étude. Si nous faisons tous ces efforts, c'est parce que le titane est à la fois solide, léger, résistant à la corrosion et aux températures extrêmes, idéal pour les avions, les fusées, les implants et les équipements sportifs de haute performance. Sa beauté naturelle et sa capacité à créer des patines colorées en font un choix prisé en bijouterie et dans les objets de luxe. Le titane, c'est bien plus qu'un métal, c'est un symbole de ce que la science et la technologie peuvent accomplir et il jouera sans doute un rôle encore plus grand dans l'avenir. La prochaine fois que tu verras un objet en titane, souviens-toi du voyage extraordinaire qu'il a amené du cœur de la Terre jusqu'aux technologies de demain. Il est parfois fascinant de constater à quel point des choses apparemment simples peuvent avoir un impact immense sur notre quotidien. Derrière certains objets que nous croisons chaque jour se cache une histoire riche, une évolution technologique insoupçonnée et une utilité qui dépasse de loin ce que l'on imagine au premier regard. C'est précisément le cas de ces petits carrés aux motifs noirs et blancs qui semblent surgir partout depuis quelques années. Ils apparaissent sur les menus des restaurants, sur les affiches publicitaires, sur les emballages de produits et même à l'écran de votre télévision lors de publicités ou d'émissions interactives. Ces symboles intrigants ne sont autres que les QR codes, de petits carrés remplis de motifs apparemment aléatoires, mais qui renferment en réalité une incroyable quantité d'informations. Peut-être en avez-vous déjà scanné un sans y penser plus que cela, mais avez-vous déjà pris le temps de vous demander comment un QR code fonctionne réellement? Comment un simple scan avec votre smartphone peut-il vous envoyer instantanément vers un site web, une vidéo ou même permettre de réaliser un paiement sécurisé? Ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui est bien plus qu'une explication technique, c'est une plongée dans l'histoire, le fonctionnement et l'avenir d'une technologie qui relie en permanence le monde physique et le monde numérique. Et vous pourriez être surpris de découvrir à quel point ce petit carré discret est révolutionnaire. Lorsque l'on parle de QR code, il faut comprendre que ce terme signifie littéralement Quick Response, soit réponse rapide en français. Ce nom n'a rien d'anodin, car il reflète exactement la raison pour laquelle cette technologie a été conçue. Le QR code est un type particulier de code barre bidimensionnel, c'est-à-dire qu'il peut contenir des informations à la fois dans le sens horizontal et dans le sens vertical. Contrairement au code barre traditionnel, qui n'est qu'une série de lignes verticales, le QR code utilise une grille de petits carrés noirs et blancs qui permettent de stocker bien plus de données dans un espace réduit. Cette structure particulière lui donne la capacité de contenir des centaines de fois plus d'informations qu'un simple code barre classique. L'histoire du QR code remonte à 1994 lorsqu'il a été inventé par la société japonaise Denso Wave, une filiale de Toyota. A l'origine, il n'était pas destiné au grand public, mais conçu pour suivre et gérer les pièces détachées dans la fabrication automobile. Cette capacité à stocker rapidement et efficacement des données, ainsi qu'à être lu instantanément par un scanner, en faisait un outil parfait pour les chaînes de production où la rapidité et la précision étaient cruciales. Avec le temps, et particulièrement grâce à l'essor des smartphones, le QR code est devenu un outil universel utilisé dans des domaines aussi variés que le marketing, la logistique, la restauration ou encore les paiements mobiles. Avant d'aller plus loin, et puisque nous ne faisons que commencer, c'est le moment idéal pour vous dire quelque chose d'important. Si vous appréciez découvrir l'histoire et le fonctionnement de ces objets du quotidien qui changent nos vies,
pensez à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche. Cela nous donne la force de continuer à créer des contenus toujours plus riches et documentés, et cela vous permet de ne rien manquer des prochaines explorations passionnantes. Maintenant que vous êtes prêts, continuons à percer les secrets de ces mystérieux carrés codés. À première vue, un QR code peut sembler être un désordre total, un puzzle graphique sans logique apparente, mais chaque élément qui le compose a en réalité une fonction précise. On y trouve d'abord les motifs de repérage, ces trois grands carrés placés dans trois des coins du QR code, qui permettent à un scanner de localiser et d'aligner correctement le code, même si celui-ci est légèrement incliné ou vu sous un angle inhabituel. Il y a aussi les motifs de synchronisation, qui sont des lignes de petits carrés noirs et blancs alternés, situés entre les motifs de repérage et qui aident le scanner à mesurer les dimensions exactes du code. On trouve également les motifs d'alignement, de plus petits carrés placés dans la grille, qui permettent au scanner de lire le code avec précision, même si celui-ci est imprimé sur une surface courbe ou irrégulière. Enfin, il y a les modules de données, ces innombrables petits carrés noirs et blancs qui contiennent réellement les informations encodées. Malgré son apparence complexe, un QR code est en réalité une organisation méthodique d'éléments travaillant ensemble pour transmettre une donnée. Lorsqu'on le scanne, un processus rapide mais fascinant se met en marche. Le détecteur du smartphone repère d'abord les motifs de repérage afin de comprendre l'orientation du code. Ensuite vient l'alignement, où les motifs de synchronisation et d'alignement sont utilisés pour déterminer la taille et la forme exacte du code. Puis intervient l'interprétation des données binaires contenues dans les modules de données, une suite de 1 et de 0 que le logiciel traduit instantanément en informations compréhensibles pour l'utilisateur. Cela peut être un lien URL, un texte, une carte de visite numérique ou même une commande de paiement. Ce processus est si rapide que nous avons l'impression qu'il est presque magique. Mais la véritable prouesse du QR code réside aussi dans sa capacité à stocker beaucoup d'informations. Pour donner un ordre d'idée, un QR code standard peut contenir jusqu'à 496 caractères alphanumériques, soit des lettres et des chiffres, environ 7000 chiffres s'il s'agit uniquement de données numériques, ou encore des fichiers binaires pour des images ou de petites données. Cette densité est rendue possible par une compression intelligente et par un système appelé correction d'erreur. La correction d'erreur permet de reconstruire une partie des données même si le QR code est partiellement endommagé ou sali. Selon le niveau choisi, un QR code peut rester lisible même si 30% de sa surface est altérée. C'est ce qui le rend fiable dans des environnements difficiles, comme sur des panneaux extérieurs, des reçus ou des emballages soumis à l'usure. L'arrivée des smartphones a transformé le QR code en un outil numérique incontournable. En 2017, de nombreux fabricants de téléphones ont intégré directement la capacité de scanner un QR code dans l'application appareil photo, supprimant le besoin d'installer une application tierce. Puis en 2020, la crise sanitaire mondiale a provoqué une explosion de son utilisation. Menus de restaurant, paiement sans contact, formulaire d'enregistrement, billets électroniques, tout est passé par ces petits carrés scannables. Et au-delà de la commodité, le QR code a démontré une polyvalence remarquable. Il peut stocker des liens vers des sites web, afficher un texte explicatif, transmettre des informations de contact ou même déclencher des actions précises comme l'ouverture d'une application. Aujourd'hui, on voit apparaître des QR codes dynamiques dont le contenu peut être mis à jour sans changer le visuel du code. Cela permet à un restaurant de modifier son menu en ligne quotidiennement sans réimprimer quoi que ce soit ou à un organisateur d'événements de mettre à jour les informations d'un billet en temps réel. Cette flexibilité assure que le QR code restera pertinent dans les années à venir. La prochaine fois que vous scannerez un QR code, vous saurez qu'il ne s'agit pas simplement d'un petit carré décoratif. C'est un pont technologique entre le monde physique et le monde numérique, un outil né dans les usines automobiles japonaises et devenu un symbole mondial de la connectivité. Que ce soit pour commander un repas, vous connecter à un réseau Wi-Fi ou accéder à une information en un instant, souvenez-vous que derrière ces petits carrés se cache une ingénierie sophistiquée et une histoire riche. Et il est fort probable que l'avenir nous réserve encore des usages plus innovants et surprenants de cette technologie. Car parfois, ce sont les inventions les plus simples en apparence qui changent le plus profondément nos habitudes et notre façon d'interagir avec le monde.